Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Grandir avec douceur, le podcast de Mila Lune. Aujourd'hui, on aborde un sujet vraiment fascinant. Le développement du langage, c'est sûrement un des sujets qui génère le plus de questions chez les parents, surtout pour nos petits cocos de 0 à 5 ans. On entend toutes sortes de choses. On entend les garçons parlent plus tard. Chaque enfant évolue à son rythme. Ça va débloquer d'un coup. Mais quand c'est notre enfant qui semble parler moins vite que les autres, qui fait pas des phrases complètes quand on voit qu'il y en a d'autres qui en font, ben ça peut semer des petites inquiétudes. Puis aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Aurélie Lafontaine, orthophoniste à la clinique Hors Pair, pour démystifier un peu tout ça. On va poser les vraies questions. On va creuser un peu pour voir vraiment c'est quoi les signes, à quel moment on devrait s'inquiéter, à quel moment on devrait consulter, tout ce qui a trait au développement langagier chez nos petits cocos de 0 à 5 ans. Alors bonjour Aurélie, merci d'être là Allô. aujourd'hui. Merci à toi pour ton invitation sur le podcast. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, de ta profession? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir orthophoniste? Oui, donc moi, ça fait depuis, plusieurs années que je sais que je veux devenir orthophoniste. Donc, à l'âge de mes 15 ans, j'ai fait un stage d'une journée avec une orthophoniste, puis c'est là que j'ai eu la piqûre pour l'orthophonie. Donc, à partir de 15 ans, je savais que, c'était ça que je voudrais faire comme métier plus tard. Donc ça l'a déjà, dessiné un peu le parcours scolaire que j'ai fait. Donc, moi, au cégep, je me suis dirigée pour faire une technique en éducation spécialisée. Donc, j'ai fait mes 3 années en éducation spécialisée, puis dans ce parcours-là, en fait, j'ai travaillé justement avec, des enfants, avec des familles, j'ai fait des stages dans plusieurs milieux, fait que j'ai touché à plusieurs clientèles. Puis on avait justement un cours sur la stimulation du langage, puis ça a été évidemment mon cours préféré, de la technique. Donc ça faisait juste confirmer, là, mon désir de vouloir devenir orthophoniste. Donc une fois mon DEC complété, j'ai été au baccalauréat en psychoéducation. Donc j'ai fait mon bac en psychoéducation avant de rentrer à la maîtrise en orthophonie, que j'ai faite à l'université Laval. Donc et voilà, c'est ce qui m'a emmenée à être orthophoniste et là, je pratique depuis, quelques années, là, depuis ma fin des études. Oui, parce que tu as l'air toute jeune, fait que ça doit pas faire 20 ans que tu es orthophoniste. Pas du tout, pas du tout. En fait, je termine ma deuxième année, comme orthophoniste, donc c'est encore tout frais. Génial. Ben, écoute, si tu es d'accord, on plonge, on y va. J'ai plein de questions pour toi. Oui. Parfait. Alors, ma première question dans la thématique comprendre le développement du langage. Qu'est-ce qu'on entend exactement par développement du langage? Mmh. Ben, en fait, je pense que c'est bien de se rapporter, au développement global de l'enfant pour comprendre c'est quoi le développement du langage. Donc, dans le développement global de l'enfant, on a différentes sphères, hein. Fait qu'on a la sphère motrice, qui est ce qu'on développe au niveau de la motricité globale, la motricité fine. Ensuite, on a le développement social ou des fois qu'on entend appeler le développement socio-affectif, hein, parce que souvent la composante sociale puis la composante affective vont aller ensemble. Fait que ça, c'est comment qu'on va interagir avec les autres, comment qu'on va réguler nos émotions. L'autre sphère, ça va être le développement cognitif. Fait que ça, c'est vraiment comme les notions, là, mettons, apprendre l'alphabet, apprendre les couleurs. Fait que tout ce qui est plus cognitif, la mémoire, la pensée. Puis, bon, à travers tout ça, ben justement, il y a le développement du langage. Puis souvent, quand on va parler de développement du langage chez les 0-5 ans, on va penser à 3 grandes composantes. Donc souvent, on entend parler de, par exemple, qu'est-ce que l'enfant va exprimer, hein, mettons, il dit pas assez de mots ou, il dit pas les sons correctement. Fait que ça, l'expression, c'est une des 3 composantes qu'on va regarder chez un enfant âgé entre 0 et 5 ans. Sinon, l'autre composante, c'est la compréhension. Fait que qu'est-ce que l'enfant va comprendre comme consigne, comme question, comme concept. Donc, on va vraiment aller faire aussi un tour global de la compréhension. Parce que souvent, en fait, la compréhension va précéder l'expression. Fait que si notre enfant a des difficultés au niveau de l'expression, ben, il faut comme aller voir est-ce qu'il y a quelque chose qui s'explique par la compréhension.
Puis la troisième sphère, en fait, qu'on va regarder dans le développement du langage, ce sont les précurseurs à la communication. Fait que des fois, c'est une composante dont on entend un petit peu moins parler. En fait, les précurseurs à la communication, moi, j'aime ça l'imager comme la fondation d'une maison. Donc, si la fondation de ma maison est pas efficace, est pas optimale, ben, il risque d'avoir des problématiques dans ma maison. Alors que si j'ai une fondation qui est bien établie, ben, ma maison risque d'être bien construite puis d'être solide. Fait qu'en fait, pour faire le parallèle avec le langage, si mes précurseurs à la communication sont pas bien maîtrisés, bien développés, ben, ça va faire en sorte justement que des fois, on va voir des lacunes au niveau du langage expressif puis au niveau du langage réceptif, donc de la compréhension. Puis, pour donner quelques exemples de justement les précurseurs, qu'est-ce que c'est? Bien, on va parler, par exemple, du contact visuel. Est-ce que l'enfant est en mesure de nous regarder quand on parle? Est-ce qu'il est capable de nous imiter? Hein, d'imiter nos gestes. Fait que, par exemple, si je fais bye-bye avec ma main, est-ce qu'il va être capable de faire bye-bye avec sa main aussi? Mais aussi m'imiter verbalement. Fait que si je fais des petits bruits d'animaux comme ben, est-ce qu'il va avoir envie de répéter puis de m'imiter à faire les sons? On va parler aussi, par exemple, d'attention conjointe. Fait que ça, ce que ça veut dire, l'attention conjointe, on peut s'imaginer un triangle. Donc, à un bout du triangle, il y a l'enfant. À l'autre bout du triangle, il y a une autre personne. Fait que souvent, mettons, ça va être le parent. Puis à l'autre bout du triangle, on va avoir un objet. Donc, par exemple, l'enfant va regarder un oiseau par la fenêtre, puis il va le pointer pour que son parent regarde aussi l'oiseau par la fenêtre. Fait que c'est le fait de comme partager notre attention de deux personnes vers le même objet. Fait que OK. j'ai nommé seulement quelques précurseurs. Il y en a encore plus. Il y a la permanence de l'objet. Il y en a beaucoup, beaucoup plus, mais ce sont les principaux là, que j'ai nommés qu'on va regarder de prime abord là, quand on parle du développement langagier. OK. Tu l'abordes un petit peu dans ton explication, mais c'est quoi la différence entre la parole, la communication et le langage? Oui. Donc, vous allez sûrement voir dans le podcast, moi, j'aime ça, les analogies, fait que j'en ai une autre. Moi, je l'explique par l'analogie du cadeau. OK? Fait qu'imaginons-nous un cadeau. Le langage, ça va être le contenu de notre cadeau. Fait que, par exemple, si j'offre un toutou, ben, le langage, ça serait le toutou. C'est vraiment le contenu. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Comment c'est ça. Quelles idées que je vais choisir de partager avec mon interlocuteur? Ensuite, la parole, ça serait l'emballage de mon cadeau. Fait que comment je vais dire ce que je veux dire, en fait. Fait que la parole, ça se relie vraiment au son dans la parole. Fait que comment qu'on va produire les sons. Puis la communication, ben ça, c'est comment on va offrir notre cadeau, comment on va donner notre cadeau. Fait qu'est-ce que je vais le regarder est-ce que je vais le donner en regardant de côté parce que je suis gênée? Est-ce que je vais le donner en donnant un câlin tout de suite parce que je comprends pas trop le concept de la bulle puis je suis bien excitée? Fait que la communication, ça va être plus les règles comme ça de comment on va offrir notre cadeau. OK, c'est très clair. Belle analogie. Est-ce que tous les enfants, là, je connais pas mal déjà la réponse, mais pour notre audience qui se demande la question, est-ce que tous les enfants développent le langage au même rythme? Assurément que non. Chaque enfant se développe à son rythme, mais aussi à sa façon. Puis c'est ce qui fait du métier d'orthophoniste, je trouve, toute sa beauté, parce qu'on est toujours en train de se remettre en question, puis d'essayer d'analyser les portraits de nos clients, parce que on n'a pas un client qui est pareil. Oui, il y a des lignes souvent qui vont se dessiner, là, mais chaque enfant a ses particularités. Puis c'est ça, faut comme s'amuser à jongler avec tout ça pour faire évoluer justement l'enfant à son rythme avec ses capacités qu'il a actuellement. C'est quoi les grands jalons du développement langagier entre 0 et 5 ans? Ouais, ben là, ça, on pourrait faire un épisode de podcast sur le développement langagier 0-1 an, un autre épisode de podcast sur le développement langagier 1 an, 2 ans. Fait que je vais sortir les grandes lignes. Fait que nos auditeurs et auditrices, justement, ils vont pouvoir se dire, OK, ben là, si mon enfant il est âgé entre tel âge et tel âge, ça, ce serait les grandes lignes, dans le fond, pour savoir si mon enfant se développe selon les normes développementales, donc les jalons développementaux.
Fait que si je commence justement en prenant le 0-1 an, ben là, il y a plusieurs choses qui se passent au niveau des précurseurs, comme je disais tantôt. Hein, fait que souvent, on va avoir en tête que le 1 an, c'est là que l'enfant va dire son premier mot. Mais pour que l'enfant dise son premier mot, ben, il faut avoir travaillé sur notre fondation. Fait qu'il faut développer notre contact visuel. Il faut que notre bébé soit capable de nous regarder, par exemple, quand on change sa couche. Faut qu'il soit capable de nous imiter au niveau moteur. Fait que justement, faire des petits bye-bye, essayer de faire des petits bisous soufflés, c'est pas obligé d'être super efficace, là, mais juste qu'il tente d'essayer de faire la même chose que nous, faire une grimace, faire des bisous avec sa bouche, s'amuser avec les bruits puis les gestes en même temps, c'est ça qu'on va vouloir que l'enfant fasse entre 0 et 1 an. On veut aussi qu'il nous imite justement verbalement. Fait que comme je disais tantôt, les bruits d'animaux, ça peut être un exemple. Mais ça peut être d'autres, bruits ou onomatopées, là. Fait que mettons des «Oh non! Mhm. Boum!» Donc juste des mots comme ça va souvent intéresser l'enfant à nous imiter verbalement par la suite. L'attention conjointe, hein, comme je disais tantôt, donc ça, l'attention conjointe peut se développer par, la lecture beaucoup. Parce qu'en fait, c'est une activité d'attention conjointe parce qu'on est l'enfant, l'adulte, Mhm. puis on porte notre attention vers le livre. Donc, de faire des lectures peut vraiment développer là, l'attention conjointe. Puis j'en profite pour donner un petit truc en même temps pour la lecture. Souvent, on a tendance à asseoir notre enfant sur nous pour faire la lecture, puis c'est vraiment bien parce qu'on est, tu sais, on est en proximité, puis c'est le fun, c'est un beau moment qu'on partage. Mais des fois, ce que vous pouvez faire pour développer son attention conjointe, c'est d'asseoir votre enfant en avant de vous pour qu'il soit face à face. Fait que comme ça facilite son attention conjointe parce qu'il n'est pas obligé de retourner sa tête pour vous regarder pendant que vous lisez le livre, parce qu'il est déjà en face de vous, donc il a juste besoin de lever sa tête du livre pour partager son attention envers le livre. Fait que ça, c'est une petite twist là, qu'on peut apporter pour développer l'attention conjointe. Fait que dans le 0-1 an, on va surtout parler des précurseurs, mais comme je disais, on va vouloir aussi que l'enfant dise au moins son premier mot là, vers l'âge de 12 mois. Puis l'enfant va aussi comprendre là, au niveau de la compréhension, il va aussi commencer à comprendre des petites consignes là, fait, avec un élément, par exemple, donne ou assis. Donc, c'est juste un verbe, une action. Souvent, l'enfant va commencer à comprendre ce genre de consignes-là entre le 0 et 1 an. Et moi, pendant que tu expliques ça, là, il y a une question qui me pop en tête. L'esprit de compétitivité entre les parents, là, tu sais, est-ce que l'enfant va dire maman ou papa en premier, là? Est-ce que, est-ce que ça aide, comme le parent, là, qui est super compétitif, puis quand il achète, il arrête pas de dire maman, maman. Puis que l'enfant finit par dire maman en premier. Est-ce que c'est à force de répéter? Est-ce que c'est la pratique avec l'enfant qui va faire, qui va finir par dire un des deux mots en premier? Ouais, c'est ça. C'est plus on expose l'enfant, plus on le bombarde. C'est ça qui va faire en sorte qu'il va dire un mot. Puis là, en fait, souvent, je vais l'illustrer avec un matériel que j'ai pas avec moi en ce moment, mais si on veut que l'enfant dise un mot, il faut qu'il l'entende vraiment souvent. Fait que là, imaginons-nous là, que dans mes mains, ou pour ceux qui écoutent, là, imaginez que dans mes mains, j'ai un rouleau de papier de toilette. Puis qu'à un bout de mon rouleau de papier de toilette, j'ai une image d'oreille. Puis qu'à un autre bout de mon rouleau de papier de toilette, j'ai une image de bouche. Puis là, justement, je vais mettre des pompons dans mon rouleau de papier de toilette en le rentrant par l'oreille. Puis mon pompon va illustrer le mot que je veux apprendre à l'enfant. Fait que là, par exemple, si je suis la maman dévouée qui veut que son bébé dise le mot maman en premier, ben mon pompon va représenter le mot maman. Fait que là, je prends un premier pompon, je le rentre dans l'oreille, j'ai dit maman, maman, maman. Là, je l'utilise dans différents contextes, bien évidemment. On veut pas s'asseoir à côté de notre enfant puis juste dire maman, maman, maman. Là, c'est pas ça le but. On veut l'utiliser dans différents contextes. Mais à un moment donné, quand on va avoir mis beaucoup de pompons, ben on peut s'imaginer qu'il y a un pompon, à un moment donné, qui va tomber du rouleau de papier de toilette par l'image de la bouche. Fait que ça représente que l'enfant dit son mot, en fait. Donc, effectivement, plus on expose l'enfant à un mot, plus on le bombarde, plus il risque de produire ce nouveau mot-là. Puis, OK. j'amène le parallèle. Oh, Je t'ai excuse-moi. fait sortir, là, je t'ai fait sortir de notre question principale, mais
Faudrait revenir à nos jalons nos grands jalons, là, Oui, 0-5 ans. effectivement. Faudrait revenir à ça. Tu totalement raison. Puis en fait, la petite parenthèse que je voulais faire, c'est juste que si jamais, mettons, on a un enfant qui a des difficultés de langage, ben là, il faudrait imaginer que notre rouleau de papier de toilette, c'est un rouleau d'essuie-tout. Fait qu'on veut Ah, l'exposer encore plus souvent aux mots. parfait. Fait que justement, parlons du vocabulaire entre 1 an et 2 ans. C'est là que va avoir lieu notre explosion du vocabulaire. Fait que vers l'âge de 18 mois, donc 1 an et demi, souvent, c'est là que l'enfant va voir son vocabulaire exploser, puis qu'on sera plus capable là, de calculer le nombre de nouveaux mots qu'il dit. Souvent, ça va ressembler à 5, 6, 7 nouveaux mots par jour. Donc, à un moment donné, on est comme plus capable de Wow. suivre la cadence. Et ça fait en sorte que, au niveau des phrases, ben, vers l'âge de 2 ans, on va avoir nos premières petites phrases de 2 mots. Hein? Fait que c'est facile de se souvenir que 1 an, c'est un mot, puis que 2 ans, c'est des combinaisons de 2 mots. Donc, on va avoir des petites phrases comme papa parti, ou lait, encore auto. Donc, on va commencer à voir émerger ce genre de phrases-là. Puis là, je vous parle plus du volet expressif. Puis si on fait un petit tour au niveau réceptif, donc de la compréhension, bien, il va commencer à comprendre justement des petites questions simples comme «Où papa? C'est qui?» en montrant, mettons, maman sur une photo. Donc, on va commencer à comprendre des petites questions comme ça. Si on avance dans le temps puis qu'on fait un petit tour d'horizon pour les enfants âgés entre 2 ans et 3 ans, ben là, au niveau expressif, l'enfant va commencer à faire de plus en plus des petites phrases du genre sujet, verbe, complément. Papa est parti en auto. Donc, on va de plus en plus avoir des petites phrases. Puis, l'enfant va se faire comprendre environ 50 du temps. Donc, quand il parle avec un étranger, il va se faire comprendre à peu près 50 du temps. Fait que ça, c'est important à garder en tête parce que ça veut dire que c'est normal que l'enfant fasse encore des erreurs dans sa parole, dans comment il dit les mots. À notre emballage du cadeau tantôt, là, c'est normal qu'il y ait encore des petits trous et qu'on ait besoin de mettre du scotch tape. Puis si on y va au niveau de la compréhension, ben là, il va comprendre des questions un petit peu plus complexes, comme par exemple, qu'est-ce que le cheval fait? En disant le bruit de l'animal ou en nommant une action. Par exemple, qu'est-ce que le garçon fait puis qu'on voit le garçon, se balancer, par exemple. Et puis il va comprendre des consignes un petit peu plus longues. Fait que, tu sais, tantôt, on parlait d'une consigne juste avec un verbe. Ben là, on va comprendre des consignes qui sont un petit peu plus longues. Puis c'est à l'âge de entre 3 et 4 ans que là, l'enfant va comprendre des consignes qui sont longues, là, comme par exemple, mets tes bas et après mets ton manteau. Donc avec deux verbes, 2 actions à faire. Il va comprendre la plupart des concepts aussi, donc des concepts comme, en avant, en arrière, en haut, en bas, donc des concepts en lien avec son orientation spatiale. Il va comprendre aussi la majorité des questions qu'on va lui poser. Puis au niveau expressif, ben il va se faire comprendre à peu près 75 du temps quand il parle, fait que ça veut dire qu'il devrait faire de moins en moins d'erreurs, puis ses phrases devraient être de plus en plus longues et de plus en plus complètes. Ça veut dire que on a tous les petits mots dans nos phrases, les accords commencent à être faits de la bonne façon aussi, on utilise les bons pronoms comme par exemple on dit «je» pour parler de nous. Puis c'est vraiment vers l'âge de 4-5 ans que là, moi, j'appelle ça des mini-adultes. Ils devraient presque plus avoir d'erreurs dans la parole, dans le langage. L'enfant devrait comprendre la majorité du temps ce qu'on lui dit comme question, comme consigne. Et que si jamais, justement, on a encore des difficultés vers l'âge de 4 ans, ben c'est possiblement parce qu'il y a un petit drapeau rouge à soulever, là. OK. Hey, je te prends par surprise, Aurélie. Parce que j'ai pas cette question-là dans le scénario qu'on avait préparé, mais Parfait. ça me fait penser, tu moi, en tant que maman de 2 garçons bilingues, Mhm. je me demande, j'ai en fait deux questions pour toi dans une. La première, c'est est-ce que, tu sais, nous, on le père des enfants est anglophone, moi, je suis francophone, c'est qu'on a parlé dès la naissance aux enfants 2 langues. Mhm. Est-ce qu'on les a mélangées davantage? Est-ce que ça rajoute une couche de complexité? Puis dans le même ordre d'idée, ils sont allés dans un CPE où est-ce qu'ils mettaient beaucoup d'avant pour les bébés là, surtout les bébés qui parlaient pas encore, le langage des signes.
Mettons Mhm. quand c'était l'heure du lait, tu sais, encore ou du lait, je sais même plus c'était quoi, ça fait tellement longtemps, mes enfants sont rendus grands. Mais est-ce qu'on ajoute une couche de complexité quand on ajoute des langues Mm. ou on développe leur flexibilité à apprendre plus rapidement? Mhm. Bonne question qu'on se fait vraiment souvent poser. Fait que je pense que je vais partir avec la fin de ta question, puis je vais finir avec le début. Fait que pour le langage des signes, c'est vraiment une c'est une belle stratégie, en fait, à utiliser avec notre enfant pour l'aider à développer son langage. Parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais quand je parlais de l'imitation motrice puis de l'imitation verbale, je parlais toujours de l'imitation motrice avant l'imitation verbale. Puis c'est parce que ça a été prouvé, dans le fond, que l'imitation motrice va venir avant, va précéder l'imitation verbale. Donc, si par exemple, justement, je fais le geste encore avant que mon enfant dise encore, ben il va s'amuser à faire le geste avant d'être en mesure de dire le mot encore. Ce qu'il faut faire attention comme parent, c'est pas de se mettre à juste faire le geste. Hein, mais mettons, je ferais juste ça ou je ferais juste ça. Mais là, l'enfant, il apprendra jamais le mot parce que j'aurais pas mis le pompon dans mon rouleau de papier de toilette pour y faire comprendre que ça voulait dire encore. Fait que c'est important de toujours combiner le geste avec le modèle verbal. Fait que, première partie de ta question, c'est excellent d'ajouter des signes pour appuyer notre modèle verbal. Deuxième partie de la question par rapport au bilinguisme, par rapport à l'exposition aux langues. En fait, un enfant ne sera jamais mélangé entre ses langues. Des fois, ça peut nous donner l'impression qu'il est mélangé parce que ça va faire un enfant qui va utiliser deux langues dans la même phrase. Ça, on appelle ça du code switching. Fait que là, je vais essayer de trouver un exemple à brûle pour point comme ça, là, mais mettons, maman, je suis vraiment hungry. Fait que là, à la place de dire j'ai vraiment faim, là, il a fait sa tournure de phrase en anglais pour finalement finir avec son mot en anglais. Il a l'air mélangé dans ses langues. Mais au final, c'est juste qu'il est allé chercher le mot dans sa tête qui est venu le plus rapidement. Puis là, c'était le mot hungry. Bon, ben, tant mieux. Ça veut dire que c'est lui qui est venu à sa tête le plus rapidement possible. Puis, c'est pas, on surchargera pas un enfant quand on l'expose à deux langues parce que l'exposition à une langue, on peut le voir comme un triangle. Puis, l'exposition à une deuxième langue, c'est comme si on venait superposer le triangle par-dessus le premier triangle pour qu'il y ait une partie qui se partage. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que le français a ses particularités, l'anglais a ses particularités, mais il y a plein de choses en commun dans le sens que notre structure de phrase, c'est sujet, verbe, complément. On met un déterminant en avant de nos noms. On accorde, tu sais, donc il y a plusieurs éléments qui vont se partager d'une langue à une autre. Donc, il faut pas que l'enfant apprenne vraiment deux langues différentes. Il faut qu'il apprenne les particularités de chaque langue. Donc, non, au contraire, c'est vraiment bien d'exposer notre enfant à une langue qu'il est encore jeune parce qu'il y a beaucoup, justement, d'espace cognitif, puis il y a une très bonne flexibilité cognitive. Donc, non, je trouve que c'est une bonne chose là, que tes enfants aient pu être exposés à deux langues à un si jeune âge. OK, super. Retour au scénario original. Ayons que prochaine section, c'est bon, c'est quand qu'on devrait s'inquiéter vraiment là, on plonge là-dedans. Donc c'est quoi les signes qui devraient amener un parent à consulter? Quand on constate là que c'est possible qu'il y en ait une difficulté de développement, langagier? Ouais. Ben, tu sais, premièrement, je commencerai mon explication en disant, si vous êtes inquiet comme parent, ben, c'est toujours mieux d'aller prendre l'information par rapport à votre enfant. Tu sais, là, je pense aux services que nous, on offre à la clinique. Ben, par exemple, on a un service que c'est une consultation parentale. Donc, c'est souvent des parents, mettons, qui sont pas certains que leur enfant présente une difficulté, mais qui veulent pas attendre trop longtemps, justement. Ben là, ils ont une consultation avec une orthophoniste qui est très spécifique à leur enfant. Ils partagent leur inquiétude. Ils montrent des vidéos de l'enfant pour qu'on puisse analyser un petit peu, il est rendu dans son développement langagier. Puis nous, à la fin de la rencontre, on est en mesure de dire, ben oui, tu sais, je recommanderais une évaluation ou au contraire, ah non, ça va bien, on peut se revoir, mettons, dans un an pour voir comment ça a évolué. Fait que je pense que je commencerai avec cette petite parenthèse-là que si on a un feeling de maman ou un feeling de papa qui nous dit qu'on devrait consulter, on devrait le faire.
Mais si j'y vais un petit peu plus de manière spécifique, je vais reprendre mes tranches d'âge. Donc vers 0 à 1 an, en fait, c'est que l'enfant, il va avoir des difficultés avec ses précurseurs, hein. Fait qu'il va avoir de la misère à avoir un contact visuel avec nous, donc il nous sourira pas non plus. Ça va être un enfant qui babillera pas, hein, qui fera pas des ba 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 ma ma qui s'amusera pas avec sa voix parce qu'il aura pas envie non plus de nous imiter quand on fait des sons. Un enfant aussi qui réagit pas à son prénom, vers l'âge d'1 an, on va vouloir consulter aussi. Sinon, entre 1 an et 2 ans, un enfant qui, produit pas beaucoup de mots, hein, fait que les critères pour référer changent un petit peu d'une année à l'autre, là, mais grosso modo, vers 18 mois, on se rappelle qu'on veut qu'il y ait une explosion lexicale. Fait que si l'enfant dit moins de 50 mots, peut-être moins de 18 mots même, ça dépend de nos critères qu'on regarde, ben là, ça serait bien de consulter en orthophonie. Ou si notre enfant, il semble pas comprendre non plus quand on lui donne des petites consignes ou qu'on lui pose des petites questions, s'il il répond vraiment, je vais me permettre l'expression là, à côté de la traque, là, ben, c'est un motif de consultation. Si notre enfant est âgé entre 2 ans et 3 ans, ben là, s'il se fait pas comprendre à peu près 50 du temps par un étranger, c'est un motif de consultation, tout comme le fait qu'il ne comprendrait pas les consignes qui sont hors de sa routine. Parce qu'un enfant de 2 ans puis 3 ans, il va aller à la garderie, il va bien comprendre c'est quand qu'il faut, c'est où qu'il faut qu'il mette son petit sac, c'est où qu'il doit se diriger, puis tu sais, souvent, il y a comme une routine justement dans le milieu de garde. On commence par une petite causerie, bon, et cetera. Fait que des fois, les enfants, on a l'impression qu'ils comprennent, mais c'est parce qu'ils comprennent leur routine. Mais quand on arrive en dehors de la routine, qu'on ajoute une nouvelle consigne, ben là, des fois, c'est là qu'on voit que la compréhension est un petit peu plus difficile. OK. C'est quoi Vers les l'âge de 3 Par l'âge de 3 4 ans, dans le fond, l'enfant, se fera pas comprendre à peu près 75 du temps, comme je disais tantôt, qui comprend pas la majorité de nos consignes, de nos questions, puis qui va faire des phrases qui sont incomplètes, là, donc des petites phrases de 2 ou de 3 mots. Puis entre 4 et 5 ans, mais comme je disais tantôt, un peu des mini-adultes, fait que tout devrait être en général quand même bien placé. Donc si on a des inquiétudes sur la compréhension ou l'expression, ben il y a lieu de consulter. parfait. C'est quoi les mythes que tu entends le plus souvent dans le cadre de ton travail, de ton expertise? Par exemple, les garçons parlent toujours plus tard, il est paresseux, il veut juste pas parler. Ah, c'est parce que son grand frère ou sa grande sœur parle pour lui ou pour elle, ou ça va passer tout seul. C'est quoi que tu entends le plus souvent? Toutes ces réponses? Il y a encore plusieurs mythes là, qui perdurent, puis j'ai envie justement de profiter de la plateforme aujourd'hui pour les défaire un petit peu là, ces mythes-là. Alors, les garçons parlent toujours plus tard. Bon, techniquement, c'est comme vrai et faux en même temps. Parce que oui, la science a été capable de dire que pour les garçons, sur certains aspects du langage, ils peuvent un petit peu se développer plus tard, mais c'est tellement pas significatif qu'on devrait pas utiliser cet argument-là pour expliquer qu'un garçon se développe plus tardivement au niveau du langage. C'est pas assez significatif comme différence qu'on a remarqué pour expliquer justement les difficultés d'un garçon. Puis ça me fait penser, à un autre mythe que tu as pas nommé, mais que bon, l'enfant est en train de se développer au niveau moteur, puis après, il se développera au niveau langagier. Ça aussi, on l'entend beaucoup, tu sais, que l'enfant va comme concentrer sur une sphère à la fois, puis qu'il va se développer sur l'autre sphère plus tard. Puis c'est un peu aussi la raison qu'on colle au fait que les garçons développent leur langage plus tard, parce que souvent, les garçons, en général, sont plus moteurs, ils aiment plus grimper, sauter, tout ça. Fait qu'on se dit, ah ben, là, il est plus moteur, son langage va se développer plus tard. Mais ça, c'est vraiment faux, là. On n'est pas capable de prouver qu'un enfant va se concentrer sur une sphère du développement à la fois. Comme je l'ai dit tantôt, les 5 sphères du développement, là, c'est vraiment un tout. Puis pour moi, des fois, c'est même difficile de différencier c'est quoi la sphère cognitive de la sphère langagière. Parce que pour moi, de savoir, mettons, c'est quoi les lettres d'alphabet, ben, je considère que c'est du langage aussi, tu sais. Fait
les 5 sphères du développement, là, pour moi, sont très liées, fait que ça défrait justement le mythe de il se développe au niveau moteur, donc il va se développer au niveau langagier plus tard. Le mythe aussi, il est paresseux, il veut pas parler, on l'entend vraiment souvent, puis moi, j'ai envie de dire, il y a toujours une explication, derrière le fait qu'un enfant va, se mettre à parler plus tard. Donc, là, je vais prendre l'exemple, d'un trouble de langage. Tu sais, souvent, là, les enfants qui vont se mettre à parler plus tard, qui vont avoir de la difficulté dans leur langage, ben des fois, on va en venir qu'à mettre, le diagnostic d'un trouble développemental du langage, par exemple, ou d'une dyspraxie verbale, peu importe c'est quoi le portrait de l'enfant. Ben, ça serait dommage de dire que l'enfant il est paresseux parce que non, tu sais, ça s'explique au niveau neurologique, au niveau du développement du cerveau. L'enfant, il a des difficultés qui font en sorte que son langage se développe de manière plus tardive. Fait que non, il est pas paresseux. Puis même si c'était, je vais mettre des gros guillemets, là, juste des difficultés de langage puis pas un trouble, ben c'est l'enfant, il est pas assez vieux puis conscient pour se dire hey, moi aujourd'hui, ça me tente pas de parler, je vais faire par exprès pour pas parler pour que mes parents s'inquiètent là. Donc non, l'enfant, il est jamais paresseux, il a juste toujours besoin d'un coup de pouce de notre part. Son grand frère, sa grande sœur parlent pour lui aussi, justement, qu'on entend souvent. C'est vrai que ça peut expliquer en partie des fois les difficultés parce que l'enfant, il aura pas, toutes les occasions nécessaires pour pratiquer, pour stimuler son langage. Mais encore une fois, tu sais, un enfant qui se développerait bien, même si son frère ou sa sœur parle pour lui, à un moment donné, il finirait par rattraper les difficultés. C'est si ça se creuse dans le temps, mais à un moment donné, c'est pas ça qui expliquerait, par exemple, un trouble de langage. Puis la fameuse phrase: «Ça va passer tout seul» ou «Ça va débloquer», ben non, ça débloquera pas. Oui, l'enfant va continuer d'évoluer, mais s'il y a, des difficultés, s'il y a des fragilités même, ben, ça débloquera pas magiquement. Souvent, on va avoir besoin d'un accompagnement qui est un petit peu plus personnalisé. Puis là, à ce moment-là, ben, c'est là que ça peut comme débourrer, débloquer parce qu'on vient vraiment stimuler le langage avec les besoins spécifiques de l'enfant. Puis surtout, justement, si on parle d'un trouble de langage, ben là, c'est quelque chose de neurologique au niveau du développement du cerveau. Fait que là, c'est sûr que ça débloquera pas toute seule. Il y a vraiment besoin d'un accompagnement en orthophonie, cet enfant-là. OK, super. D'autres mythes que tu as entendus ou? Ben, j'essayais vraiment de réfléchir, là, en préparation au podcast, puis on dirait que je les entends tellement souvent que j'avais de la misère à en soulever d'autres, là. OK, bon, ben, regarde, si jamais il y en a un autre qui te revient, là, pendant la conversation, tu nous diras ça. Parfait. Hem, Là, tu en as parlé un petit peu, là, tu sais, en parlant des mythes, tu as abordé un peu ça peut être quoi les causes qui vont, amener une difficulté du développement langagier, mais est-ce que tu veux élaborer un petit peu là-dessus sur les causes possibles? Oui. Ben, en fait, c'est ça. Il y a plusieurs causes qui sont possibles. Puis là, je vais faire justement une parenthèse un peu plus détaillée sur c'est quoi les difficultés de langage, puis c'est quoi un trouble de langage. En fait, les difficultés de langage, on suggère que l'enfant, c'est ça, présente des défis, présente des fragilités au niveau de son développement langagier, mais que ces défis-là puis ces fragilités-là vont se résorber dans le temps avec de la stimulation, avec un accompagnement. Les difficultés vont se résorber puis l'enfant va retrouver un développement normal. Alors qu'un trouble de langage, donc par exemple comme le trouble développemental du langage, comme la dyspraxie verbale, ben, en fait, il y a une origine neurologique. Fait que c'est vraiment quand l'enfant il était dans le bedon de la maman, il y a quelque chose qui s'est développé non optimalement là, au niveau de son cerveau, puis ça fait en sorte que ça l'explique pourquoi l'enfant présente des défis au niveau de son langage. Donc, les causes des difficultés versus les causes d'un trouble vont être très différentes parce que justement, le trouble, ça va être au niveau neurologique. Puis pour les difficultés, ben ça peut être par exemple une stimulation qui était
non optimale, tu sais qu'on oui, on stimulait notre enfant, mais peut-être que, tu sais, il y a pas de livre là, qui nous dit, comment être un bon parent là, quand on on a un enfant. Ben, c'est un peu la même chose avec le langage. Tu sais, oui, on a des informations de comment bien stimuler notre enfant, mais spécifiquement notre enfant, il y en existe pas de livre comme ça. Fait que ça se peut juste que notre stimulation était pas optimale pour notre enfant. Ça pourrait être aussi, par exemple, que l'enfant avait des problèmes d'audition. Fait que si l'enfant entend pas bien, ben c'est sûr que là, il va pas pouvoir dire les mots de la bonne façon. Un enfant qui a fait beaucoup d'otites aussi, qui a eu du liquide en arrière des oreilles, il a entendu comme dans un aquarium, les premières années de sa vie, ben c'est sûr que ça aussi, ça peut avoir des répercussions sur le développement du langage. Un enfant qui est prématuré aussi, ça peut avoir, des incidences. Ça fait que nous, on a des calculs qu'on doit faire pendant un certain temps quand l'enfant a été prématuré pour calculer son développement du langage là, sans le pénaliser parce que globalement, comme ça pourrait avoir l'air que justement, il y a des défis au niveau de son développement langagier. Donc, c'est ça, il y a plusieurs causes, là, mais je pense que je viens de dresser quand même là, les plus saillantes. Fait que c'est vraiment en faisant une évaluation complète là, qu'on va pouvoir déterminer de un si c'est un trouble ou une difficulté. Tu as vraiment super bien expliqué c'était quoi la différence entre les 2. Puis après ça, de creuser vraiment c'est quoi la difficulté ou le trouble selon le cas. Oui, exactement. Puis ça, c'est justement l'expertise de l'orthophoniste qui va venir dresser le portrait de l'enfant. Puis souvent, ce qui va nous emmener aussi plus vers une explication d'un trouble de langage versus des difficultés de langage, c'est parce que les difficultés vont emmener des impacts dans le fonctionnement de l'enfant. Fait que l'enfant, par exemple, il va avoir de la difficulté à communiquer avec les autres, il va avoir de la difficulté à entrer en relation avec les autres. Ça va peut-être même l'amener à avoir des comportements qui sont pas positifs, là, comme par exemple mordre, taper, pousser, crier. Donc, quand ça a des impacts vraiment au niveau du quotidien de l'enfant, ben là, c'est plus vers là qu'on va tendre vers une trajectoire de trouble de langage. Puis je sors encore du scénario, Aurélie, Oui. je t'avertis. Mais à quel moment donc est-ce que c'est en orthophonie qu'on va traiter un trouble ou est-ce que là tu vas transférer le dossier en neurologie? Comment ça fonctionne, où se délimite l'expertise ou le travail d'une orthophoniste? Mhm. Dans le fond, l'orthophoniste est spécialisée dans l'évaluation puis la réadaptation. Donc, c'est vraiment nous qui allons être là pour poser le diagnostic, puis pour accompagner l'enfant dans sa réadaptation. Fait que c'est pas rare justement qu'on voit des enfants une fois par semaine, une fois ou 2 semaines dans nos bureaux, puis qu'on va les accompagner justement pour faire la rééducation du trouble de langage. Super. Hem, on rentre dans la section comment stimuler le langage à la maison? Justement, tu sais, on en parlait, on sait pas, est-ce qu'on sous-stimule? Est-ce qu'on surstimule? Où est la limite? Puis de quelle façon on peut le faire? Moi, je me rappelle que j'étais beaucoup dans les chansons avec mes enfants. C'est presque ironique parce que je suis mis la lune aujourd'hui, mais tu sais, je me rappelle de chanter tellement de chansons à mes enfants, des comptines, tu sais, puis à un moment donné, j'étais dans la cuisine avec Henry qui avait, je pense que c'est à peu près 18 mois là, ou 20 mois, quelque chose comme ça. Je faisais chanter l'alphabet en français et en anglais, puis à la fin, je disais puis fini la chanson, tu sais, What's next? Puis là, il chantait toute la chanson en l'alphabet, puis il finissait avec E-I-E-I-O. Ça me faisait mourir de rire. Mais c'est ça, tu sais, moi, j'utilisais beaucoup la musique puis les comptines. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, tu sais, qu'est-ce que tu recommandes pour la stimulation du développement langagier? Mmh. Ah ben, c'est sûr que je vais prendre la balle au bond que tu m'as lancée. Allons-y avec les intérêts de l'enfant, tu sais, dans ce que tu me racontes, là. Clairement que ton enfant avait le goût de chanter avec toi, là, tu sais, s'il finissait la chanson avec une autre chanson, clairement qu'il avait envie de chanter. Fait qu'allons-y avec les intérêts. Si l'intérêt de notre enfant, c'est les dinosaures, go for it, là, on va y aller avec les dinosaures. Si c'est, les voitures, les bébites, les princesses, peu importe les chansons, on y va avec les intérêts de l'enfant. Puis surtout, je pense que le mot-clé à retenir, c'est qu'on doit avoir du plaisir. Parce que si mon enfant, son intérêt, c'est les dinosaures, puis que moi, ça me tente pas de jouer aux dinosaures, puis je suis là, je fais parler un peu les dinosaures, puis je suis bien déçue finalement, il y aura pas de fun, mon enfant, avec moi, puis il sera pas stimulé, tu sais. Fait que
On en met de la vie, puis on anime ça pour avoir du plaisir, puis on fait faire des blagues à nos dinosaures, puis on a du fun, tu sais. Puis, je trouve que c'est tellement déculpabilisant aussi comme parent de se faire dire que la stimulation du langage, là, c'est pas être assis 15 minutes à chaque jour à faire un jeu de société avec notre enfant. Parce que c'est pas ça la réalité, là. Entre le bain de un puis l'autre qui se brosse les dents puis que l'autre qui prépare à souper, on a-tu vraiment le temps de s'asseoir 15 minutes avec chacun de nos enfants pour faire un jeu de société à chaque jour? Ben, je pense pas que c'est réaliste. Tu sais, oui, ça arrive des beaux moments, puis tant mieux si on a le temps de jouer à des jeux de société. Je veux dire, c'est des super beaux outils. Mais ce que je veux dire, c'est utilisons notre quotidien. Notre quotidien est tellement riche pour stimuler le langage. Puis ça me fait penser que justement sur notre site web de la Clinique Harper qui est cliniqueharper.com justement, on a une section blog. Puis dans la section blog, on a comme une série de comment stimuler le langage dans le quotidien. Fait que, mettons, il y a un article de blog qui dit comment stimuler le langage quand on prend le bain, comment stimuler le langage quand on fait une promenade en forêt, comment stimuler le langage quand on est en voiture. Fait qu'on s'entend, là, c'est toutes des choses que tout le monde fait dans sa vie quotidienne. Fait que justement, pourquoi qu'on l'utiliserait pas notre quotidien? Puis si jamais je dois travailler, je sais pas, là, moi, le son S avec mon enfant parce qu'il y a de la misère avec le S, ben pourquoi je me dirais pas, OK, pendant le 5-10 minutes que je lui donne son bain, ben je vais essayer de penser à tous les mots qui pourraient avoir un S dedans pour le stimuler. Ah ben on met de la mousse, on prend le savon, on prend notre serviette pour s'essuyer. Fait que là, il y a plein d'opportunités qui émergent comme ça dans notre quotidien. Puis c'est ça, c'est beaucoup moins difficile de stimuler le langage dans le quotidien que de se prendre un moment à part parce que là maintenant c'est intégré dans ce qu'on fait dans le quotidien. C'est super intéressant. Les Bon, puis c'est quoi, mettons, y a-tu des erreurs qu'on fait sans s'en rendre compte? Là, tu sais, tantôt, tu as dit vite, vite, mettons que l'intérêt de l'enfant, c'est les dinosaures, puis là, ben, ça a l'air super plate. Qu'est-ce que tu fais par rapport aux dinosaures? OK. Mais y en a-tu d'autres erreurs qu'on peut faire comme parents à essayer de trop stimuler ou à forcer l'enfant à dire des mots ou à, tu sais, peut-être, je sais pas? Mhm. Mhm. Je vais te dire, je pense, l'erreur que je vois la plus souvent, puis est super bien intentionnée parce que souvent, ça part de l'intention qu'on veut que notre enfant parle davantage. Donc, comme adulte, souvent, on va avoir tendance à poser beaucoup de questions à notre enfant. Hein? On lit un livre. Ah, c'est quelle couleur? Ah, c'est quoi qu'il fait? Ah, c'est quoi ça? Ah, fait qu'on va on va y aller avec 1 million de questions pour que notre enfant réponde à nos questions puis qu'on soit fier de ses réponses. Mais pendant ce temps-là, quand on lui pose des questions, ben, premièrement, on lui met de la pression. Puis ça, c'est pas dans les stratégies de stimulation qu'on recommande. Tu sais, on veut pas que ça soit fait dans la pression, on veut que ce soit fait justement dans le plaisir. Donc, on met de la pression quand on pose des questions, mais aussi on n'est pas en train d'exposer notre enfant à du nouveau vocabulaire. On n'est pas en train de mettre des petits pompons là, dans notre rouleau de papier de toilette ou dans notre rouleau d'essuie-tout. Je suis pas en train de lui dire, mettons: «Oh, regarde la fleur! Oh, la fleur est rose et jaune! La fleur sent bon! Wow, regarde! Oh, la fleur, il y a une pétale qui tombe! Tu sais, on n'est pas en train de répéter le mot fleur, 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 fleur pour qu'il l'apprenne à un moment donné, ce mot-là, parce qu'on lui dit c'est quoi ça? Puis si l'enfant n'est pas capable de répondre à notre question, ben, on passe à la page suivante, tu sais. Donc, comme je dis, ça passe souvent d'une super bonne intention parce qu'on veut un peu que l'enfant prouve qu'il est capable de dire ce mot-là, mais au final, on est un peu en train de nuire son développement parce on ne Mmh. l'expose pas, on lui donne pas le bon modèle. C'est quoi sans tomber dans les troubles, là, tu sais, mettons, c'est quoi les difficultés les plus communes que tu vas observer chez les enfants? Ouais, ben souvent, c'est ça, ça va être des difficultés au niveau, du vocabulaire. Un enfant qui dira pas assez de mots, pour son âge. Au niveau des sons aussi, un enfant qui va avoir de la difficulté à dire les sons dans les mots. Au niveau des phrases, donc un enfant qui dira pas des phrases complètes ou que les éléments vont être, mélangés dans sa phrase. Un enfant qui a un discours un peu décousu ou qui fait du coq à l'âne, qu'on comprend pas trop, il nous met pas en contexte. Fait que là, on est un peu tout perdu dans ce qu'il veut nous raconter. Fait que, tu sais, ça, je dirais que c'est les principales difficultés qu'on observe au niveau expressif.
Au niveau réceptif, ben, ça va être un enfant justement qui comprendra pas, surtout dans son milieu de garde, là, il comprendra pas les consignes, les questions. Souvent, ça va être relevé comme ça. Puis sinon, justement, pour les tout petits, c'est quand même assez fréquent qu'on voit des difficultés au niveau des précurseurs à la communication, là. Donc, il faut venir stimuler l'imitation parce que souvent, un enfant qui imite pas verbalement aura pas envie de dire des nouveaux mots parce qu'il se les est pas répétés à lui-même. Fait que c'est pas rare que justement, il faut aller travailler un peu nos précurseurs pour que le vocabulaire émerge et explose aussi par la suite. Puis justement, si je fais juste une petite parenthèse concernant les troubles, ben, ça va souvent être le trouble développemental du langage qu'on va identifier chez les plus petits. Puis il y a je fais une autre parenthèse dans ma parenthèse. Le trouble développemental du langage, avant, s'appelait dysphasie. Donc, il y a plusieurs personnes aussi qui reconnaissent là, ce terme-là par le terme dysphasie. On a l'impression que la dysphasie n'existe plus. Là. C'est pas ça. C'est juste que maintenant, ça s'appelle le trouble développemental du langage. Puis, comme je nommais tantôt, il y a aussi la dyspraxie verbale. Donc, ça, la dyspraxie verbale, c'est une difficulté au niveau moteur qui fait en sorte que l'enfant va avoir de la difficulté à produire les sons dans la parole. Le bégaiement, là, ça, ça sort de où? Comment un enfant développe ça? Est-ce qu'il naît avec le bégaiement? Ouais, c'est vrai que bon là, j'étais comme plus au niveau langagier, mais le bégaiement aussi, on va l'observer beaucoup là chez, les enfants entre 0 et 5 ans. Dans le fond, il y a 2 sortes de bégaiement. Ben, en fait, il y en a 3, mais pour l'enfance, il y a 2 sortes de bégaiement. Il y a un bégaiement qui est transitoire, puis un bégaiement qui est persistant. Donc c'est pas rare que pendant, sa tendre enfance, l'enfant va vivre une période de bégaiement transitoire. Donc ça veut dire qu'il va bégayer pendant quelques semaines, quelques mois, puis que ça va s'estomper, par le fait même. Alors qu'il y a des enfants pour qui que ça va être un bégaiement persistant, fait que ça veut dire souvent que ça apparaît quand même là, entre 0 et 5 ans, mais que le bégaiement va persister là, dans la vie. Fait que c'est un trouble au niveau de la fluidité de la parole. Fait que c'est comment que nos mots sont fluides là, dans notre bouche, dans notre gorge. Puis c'est vraiment une origine neurologique. Là. Fait que justement, c'est quand que le bébé s'est développé dans le bedon de la maman qu'il y a eu une incidence au niveau du développement, mais aussi souvent combiné à des impacts au niveau environnemental. Fait qu'on dit que le bégaiement, c'est multifactoriel. On n'est pas capable d'identifier une cause, c'est vraiment multifactoriel. Puis souvent, les causes environnementales, c'est, mettons, l'enfant qui a vécu, par exemple, beaucoup de stress, il a vécu un déménagement, il a juste, par exemple, tombé en bas d'une balançoire. Mais des fois, ces éléments-là peuvent faire pas exposer, là, mais en fait, le bégaiement commence à s'exprimer, mais c'est pas la cause du bégaiement. Là. Tu sais, on se dira pas, ah, l'enfant a commencé à bégayer parce qu'il est tombé en bas de sa balançoire. Tôt ou tard, cet enfant-là aurait bégayé, puis c'est juste que ça a été comme l'élément déclencheur. Fait que c'est pas non plus une espèce de downward spiral que l'anxiste, mais que l'enfant développe, tu sais, comme mettons, il commence à bégayer, puis là, il développe une gêne par rapport à ça, puis là, ça fait juste empirer, puis empirer, puis empirer. Mmh, C'est comme le blocage, il devient de plus en plus difficile ouais. à estomper. Ben, la gêne, le stress, l'anxiété n'est pas la cause du bégaiement, mais cependant, le stress, la gêne, l'anxiété peut influencer le bégaiement. Fait qu'il y a des enfants qui bégayent, qui seront pas stressés, pas gênés, pas anxieux du tout. Puis tant mieux, tu sais, ça fait en sorte qu'ils vivent bien avec leurs paroles puis qu'ils se limiteront pas dans ce qu'ils disent. Mais par contre, il y a des enfants, justement, que ils vont être plus gênés, plus anxieux, plus stressés. Fait que là, des fois, justement, ça a une influence sur la parole. Puis ça va être plus ces enfants-là qu'on va voir en orthophonie parce qu'on va comme venir démystifier tout ça, là, que ben, la parole bégayée est tout aussi acceptable qu'une parole qui est non bégayée. Là. Puis le message que tu me transmets, il est tout aussi important, même si tu le dis avec une parole qui est bégayée, tu sais. Fait que c'est ça, c'est pas une relation de cause à effet, mais il y a une influence des facteurs quand Ouais. même. OK. Là, on change un petit peu de créneau, mais on a fait un épisode complet avec une pédiatre, je salue docteur Anna, au sujet de l'utilisation des écrans, chez les 0-5 ans, même les 0-12 ans, on en a parlé, jusqu'à l'âge adulte. Mais je suis curieuse de savoir le point de vue, d'une orthophoniste sur le sujet, l'impact, positif ou négatif, selon toi, des écrans sur le développement langagier des enfants.
Mmh. Mais c'est sûr que l'orthophoniste comme professionnel de la santé doit se baser sur les données scientifiques, sur, bon, c'est ça. Donc, tu sais, les données scientifiques nous disent qu'un enfant en bas de 2 ans devrait jamais être exposé à un écran, puis que par la suite, on peut l'exposer graduellement, par exemple, 1 heure là, par semaine. Donc, voilà, on augmente l'exposition graduellement. Fait que c'est sûr que mon point de vue va avec ce que la science dit. Le point, mettons, plus spécifique à l'orthophonie, c'est que souvent on va, mettre l'enfant devant l'écran pour faire autre chose, là, tu sais, ça va être un peu comme pour se libérer les bras des fois que l'enfant va regarder l'écran. Puis ça, on peut le voir comme malheureusement une occasion qui est manquée pour stimuler le langage de notre enfant. Donc si notre enfant est devant la télévision puis que nous, on n'est pas avec lui, ben là, ça c'est une occasion manquée pour stimuler son langage. Alors que si on met une émission, par exemple, à la télévision, puis qu'on est assis à côté de notre enfant, puis qu'on commente qu'est-ce qui se passe à la télévision, ben pour moi, c'est déjà moins pire que le premier scénario. Parce que, dans le fond, ça a été prouvé que l'enfant apprendra pas ça sera pas un apprentissage significatif pour lui de regarder la Ah, c'est télévision, d'apprendre des trop choses, là. c'est trop une activité passive. C'est ça, c'est passif, il est pas en interaction, il est pas impliqué, tu sais? Donc Mais j'ai envie si de te demander mais j'ai envie de te demander, mettons, avec un exemple concret, là, comme qui s'applique vraiment dans le quotidien de beaucoup de parents qui écoutent Mila Lune. Miss Rachel, exemple, là, tu sais oui, qu'il y a des vidéos qui durent 90 minutes et plus, là, sur la comme qui dit que ça stimule le langage parce qu'elle s'adresse à l'écran comme si elle s'adressait à l'enfant, puis comme: mmh «Et répète après moi, maman, mh. maman». Tu sais, est-ce que ça change son interprétation ou on reste encore dans le passif parce que il y aura pas tu sais, d'interaction, directe, C'est humaine, ça. là, dans le concret avec l'enfant? On est encore un peu dans la même explication, c'est qu'il y aura pas d'une interaction, ben, humaine, là, mettons, je vais le dire comme ça, là, ce sera pas Ouais. concret avec le parent qui est à côté de nous. Fait que, tu sais, il y a la partie justement de l'explication de l'interaction, mais il y a aussi après tout ce qui est, pour l'attention de l'enfant, là, je serai même si je suis super dynamique dans mes rencontres d'intervention, je pourrai jamais être bleu, verte, rouge en même temps, puis là, bouger à un bord d'écran, puis bouger à l'autre bord d'écran. Je pourrais jamais être aussi dynamique que Miss Rachel, là, ça c'est impossible, là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, si l'enfant est que exposé à ça, ben ça va être un peu comme son standard. Puis moi qui essaye d'être dynamique puis de faire des jeux avec son intérêt, mais au final, je serai plus intéressante, là. Et que ça peut désintéresser l'enfant à une interaction plus normale. Ben oui, puis après sa capacité d'attention risque d'être réduite parce que oui, c'est facile de rester attentif à autant de couleurs pendant 90 minutes. Mais là, justement, moi qui a pas de couleurs autant que ça, puis de lumière, ben ça se peut que je sois plate après 5-10 minutes, là. Mais mettons à petite échelle, là, papa est en train de faire à souper, heu, est-ce que c'est selon toi là, on parle pas des enfants de 0-2 ans, là, mettons, Mhm. 3 ans, là. Mhm. J'assois mon enfant pour quelques minutes devant la télé. Qu'est-ce que tu prioriserais à mettre à la télévision pour l'enfant? Mhm. Ben, c'est sûr qu'on va y aller justement avec les émissions qui sont le plus éducatives possible, du genre Passe-Partout, puis qui va respecter aussi, je me connais pas beaucoup en termes d'écran, là, mais je sais qu'il y a comme des degrés de luminosité puis tout ça qu'on peut regarder pour les émissions de nos enfants. Fait, tu sais, de Mmh. regarder aussi ces éléments-là pour pas que ça soit juste des images qui défilent rapidement et tout. Donc, justement, là, en haut de 3 ans, je pense qu'il faut se déculpabiliser aussi, là, parce qu'il y a eu une grosse vague au niveau de l'exposition aux écrans, puis on va se le dire, les écrans sont partout dans nos vies. On est en train présentement d'utiliser un écran, tu sais. Fait qu'il y a comme cet aspect-là aussi que on va essayer d'exposer le moins possible notre enfant à l'écran, mais à un moment donné, ça reste une réalité. Puis tu sais, tantôt, je parlais de quotidien, là, ben, il faut rester réaliste aussi avec notre quotidien. Je suis pas en train de dire que la réalité, c'est de mettre notre enfant 5 heures en avant de la télé à chaque jour, mais oui, ça peut être un 15 minutes pendant qu'on prépare le souper, tu sais. OK.
C'est bon, c'est un merci d'avoir exploré le sujet brièvement avec moi, là. J'étais vraiment curieuse de voir justement au niveau, tu sais, du développement langagier, est-ce que ça peut valoir la peine de certaines façons, certaines utilisations? Puis là, tu parlé de passe-partout. J'aurais aimé mieux que tu parles de Mille à Lune, mais c'est correct. Aussi! Mais c'est correct. Non, c'est vrai que mais le point à retenir, c'est que le moins, tu sais, le moins de comme faut pas que ce soit flashy, il faut que les transitions se fassent le plus doucement possible. Mmh. Puis c'est ça, le débit de parole le moins vite possible, pas, tu sais, pas de surstimulation du cerveau finalement. C'est ça qu'il faut observer le plus Voilà, possible quand on choisit ouais. pour une décision pour nos jeunes enfants. Oui, Euh, oui, oui, puis puis là, d'accord, je plug Mille à Lune. c'est vraiment une blague, là, mais j'apprécie. Si on tombe dans le concret de l'intervention en orthophonie, il se passe quoi? Mettons, là, moi, je suis un parent, je remarque que mon enfant a potentiellement de difficultés de développement langagier. Je prends un rendez-vous avec toi en orthophonie. Qu'est-ce qui se passe vraiment lors de la consultation? Mais en fait, on commence toujours par une évaluation. Donc, c'est toujours la première étape là, d'une démarche en orthophonie quand on va faire une démarche complète. Tantôt, je parlais de consultation parentale. Ben ça, c'est juste comme une fois. Mais si on veut vraiment participer à un processus orthophonique, ben là, on commence toujours avec une évaluation. Fait que pendant l'évaluation, l'orthophoniste va faire des jeux avec l'enfant pour dresser un portrait de ses précurseurs, sa compréhension, son expression. Puis pendant ce temps-là, le parent est comme plus observateur, puis il ajoute des informations pour que l'orthophoniste ait le meilleur portrait possible de l'enfant. Parce qu'on s'entend, là, souvent, on voit l'enfant comme 1 heure et quart. Donc, c'est une photo, en fait, qu'on prend de l'enfant. Puis avec les informations que le parent nous rapporte, ben là, ça va devenir plus une petite vidéo. Là. Tu sais, on va avoir une meilleure idée du portrait de l'enfant. Une fois que l'évaluation est faite, ben là, nous, on communique nos observations aux parents. On lui dit, hey, j'ai observé telle chose, telle force, tel défi. Puis, on va aussi parler des objectifs qu'on veut réaliser ensemble. Hein. Fait que c'est vraiment comme un contrat de travail. Qu'est-ce que nous, comme équipe orthophoniste parents, on veut travailler ensemble pour aider l'enfant à progresser. Puis par la suite, les interventions, ben là, la fréquence puis l'intensité, ça va être déterminé selon le portrait de l'enfant puis selon les besoins des parents, etc. Puis pendant les interventions, ben là, on s'amuse, là. C'est vraiment sous forme de jeu. Puis on essaie d'y aller justement avec des jeux que vous avez à la maison, fait que des livres, des casse-têtes, des blocs pour que par la suite, vous puissiez utiliser votre quotidien pour stimuler le langage. C'est tellement bien pensé. Est-ce que, c'est des services, j'imagine, qui peuvent être couverts par des assurances privées, par la RAMQ? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Oui, exactement. Dans le fond, les services en orthophonie là, sont couverts par, j'ai envie de dire 99 là, des assurances. Donc, si des fois vous hésitez à faire un processus en orthophonie parce que ça amène des frais, ben, je vous encourage à regarder votre couverture d'assurance parce que, comme je dis, 99 des assurances couvrent les frais. Puis aussi la possibilité, là, justement, de consulter au public. Donc, pour les tout petits, c'est le programme Agirto. Donc, c'est possible aussi, justement, de se mettre sur la liste d'attente, là, dès qu'on a peut-être un petit alarme, un petit drapeau rouge pour être sûr, là, qu'on soit vu quand même assez, rapidement. Puis, en fait, ce qu'il y en a des familles, qu'est-ce qu'ils décident de faire, c'est de combiner les services au public et au privé pour aller chercher le maximum des services qui sont gratuits et offerts avec le public, puis pour compenser des fois en ayant un petit peu plus de services avec le privé. OK. Super. Ben, écoute, Aurélie, on arrive déjà à la fin de ce bombardement de questions que j'avais pour toi. Mais j'aimerais ça pour conclure peut-être qu'on fasse un petit recap de ce que tu voudrais vraiment que tes parents qui nous écoutent retiennent, mais aussi, j'aurais envie de te demander, qu'est-ce que tu dirais aux parents qui culpabilisent peut-être, tu sais, qui se sentent peut-être coupables si leur enfant présente une difficulté ou un rythme différent des autres enfants qui vont autour d'eux? Qu'est-ce que tu dirais à ces parents-là qui nous écoutent Mmh. aujourd'hui puis qui ont peut-être besoin d'être un petit peu réconfortés? Mmh. Ben oui. Tu sais, demander de l'aide, là, c'est jamais la chose la plus palpitante à faire parce qu'il faut se rendre vulnérable. Puis des fois, ça l'amène justement un peu de culpabilité, de la honte, ça l'amène un mélange d'émotions qu'on n'aime pas nécessairement vivre. Mais
si vous saviez à quel point moi je dis souvent, souvent, souvent à mes parents en suivi que leurs enfants, dans le fond, sont chanceux de les avoir comme parents parce que ils ont intervenu tôt, ils ont été précoces dans leur observation. Puis au final, c'est le plus beau cadeau qu'ils sont en train de leur offrir, tu sais. Parce que plus on intervient tôt, on parlait justement que notre petit cerveau, il est flexible. Quand on est jeune, c'est comme une petite éponge. Et plus on intervient tôt, on a des meilleurs résultats souvent. Puis sais, on est mieux d'aller consulter un orthophoniste qui va pouvoir nous dire aussi est-ce que c'est des difficultés ou un trouble de langage? Parce qu'il y a aussi cette partie-là, si jamais c'est un trouble de langage, qui est quand même une grande partie de notre population, je me rappelle plus du pourcentage là, exact, comme ça sur le bout de mes doigts, il y a quand même une grande partie de notre population là, qui présente un trouble de langage. Ben, c'est tellement déculpabilisant aussi parce qu'on se dit: «Ah, ben, c'est pas moi comme parent qui a pas la bonne stimulation, tu sais, c'est le cerveau de mon enfant qui se développe d'une autre façon, puis moi, je suis là pour l'accompagner de la bonne façon». Fait que je pense que ça m'amène justement à dire que ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est mieux vaut intervenir tôt, puis au pire, de se faire rassurer par notre professionnel qui va nous dire: «Hey, non, on va se revoir dans 6 mois, 1 an. Pour le moment, tout est correct». Puis de pas se casser la tête avec la stimulation du langage. On peut stimuler notre enfant dans le quotidien, dans le plaisir, avec des chansons, avec des histoires, avec les jouets qu'on a à portée de la main. Puis c'est ça qui va faire que notre enfant va être stimulé de la façon la plus optimale. Génial. Mot de la fin, où est-ce qu'on peut, tu l'as mentionné tantôt, mais peut-être juste redire une autre fois le site web de la Clinique Orpère. Comment on peut faire pour, prendre rendez-vous avec un de vos toi ou un autre professionnel de la clinique? Oui, donc c'est le www.cliniquehorpair.com. Orpair, on l'écrit O-R-P-A-I-R. Sinon, on est aussi très actifs sur nos réseaux sociaux. Donc, on a une page Facebook, une page Instagram aussi. On partage des trucs, des conseils, des idées d'activités justement à faire dans le quotidien pour stimuler notre enfant. Donc, vous pouvez nous suivre aussi sur ces pages pour avoir plus d'idées. Puis là, on a parlé justement d'orthophonie auprès des enfants 0-5 ans, mais comme on est une grande équipe, on dessert plusieurs spécialités. Donc, langage 0-5 ans, le bégaiement, comme on a parlé tantôt. On dessert aussi les enfants d'âge scolaire, les personnes aussi qui présentent un trouble orofacial myofonctionnel, un TOM. On fait aussi une branche adulte, voix, apnée du sommeil. Donc, on a une grande variété de services. Là, sûrement que si vous allez visiter nos pages, vous allez trouver quelque chose qui va vous convenir. Et dis-moi encore, vous êtes situé où exactement? Oui, bah, bonne question. On a une clinique à Charny, on a aussi une succursale à Le Bourgneuf, puis à Thetford Mines, puis on fait aussi de la télépratique. C'est exactement ça que je voulais que tu me dises, que vous êtes même accessible là, de n'importe où parce que vous faites de la télépratique, c'est Mm. super génial. Voilà, partout Mais au merci Québec. encore infiniment, 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 Aurélie, ça a été super pertinent, beaucoup d'informations que même moi je savais pas, puis ça va me servir, c'est certain. Fait que merci encore, Ben puis merci ben à toi. À bientôt. bye.